Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans ce journal sur BB24. En voici le sommaire. Une seule gorgée d'eau fraîche après une activité intense en temps de chaleur peut vous rafraîchir. Mais attention, elle peut s'avérer dangereuse pour la santé. Zoom sur le métier d'horloger, une profession visiblement en voie de disparition avec l'apparition des téléphones portables et autres gadgets. Qu'en est-il réellement? La réponse dans ce journal. Et puis, les métiers du coaching se développent énormément. De plus en plus de personnes veulent se réorienter professionnellement vers cette activité. Quel est le bon profil? On en parle également dans ce journal. La consommation de l'eau glacée est un geste qui entre dans les habitudes alimentaires, dans les ménages, les salles de sport ou les restaurants. Il n'est pas rare d'étancher sa soif avec un verre d'eau bien glacée. Mais en dehors de la sensation qu'elle procure, les médecins déconseillent sa consommation. L'eau glacée aurait des effets négatifs sur l'organisme. Les précisions avec Samson Thiomon et Perspective Tossac. Il y a 3 organes qu'il faut privilégier à les entretenir quand on veut consommer l'eau glacée. Il y a le cœur, le foie et le poumon. Ces 3 organes vitaux ne sont pas réceptifs à la consommation de l'eau glacée. Pourtant, l'eau glacée est très désirée par bon nombre de Béninois, surtout après une journée mouvementée. Quand il fait chaud, nous prenons de l'eau glacée. Quand on a soif, l'eau glacée nous désaltère et on se retrouve mieux. Il paraît qu'elle n'est pas bonne, mais on sent une fraîcheur quand on la consomme. Parfois, quand il fait chaud, je prends de l'eau glacée, mais quand il fait froid aussi, je prends ça. Parfois, ça fait du bien quand on prend ça. L'agréable sensation de fraîcheur et de désaltération que procure à l'organisme l'eau glacée n'est qu'un soulagement temporaire. Sa température, généralement entre 6 et 12 degrés, contraste avec la température de base du corps humain qui est de 37,6 degrés. Selon les spécialistes, cet écart pourrait être un facteur ou un élément déclenchant de certaines pathologies. D'abord, celui qui prend tellement de l'eau glacée, il est exposé à l'obésité. Parce que quand on dit l'obésité, ce n'est pas le fait qu'il prend de l'eau glacée qui va lui apporter l'obésité, mais c'est parce qu'il a mangé des choses grasses et il a envie de prendre de l'eau glacée. Et quand on dit l'eau glacée, ce n'est pas seulement l'eau glacée, il y a aussi les boissons glacées. Donc, c'est consécutif, c'est alternatif. Quand il prend de l'eau glacée, il mange, il finit de manger. En même temps, il prend de l'eau glacée, il sera toujours gros. Et attention, il y a ce qu'on appelle la rétention d'eau. C'est-à-dire l'eau qui se retrouve exagérément dans ton organisme. Il faut faire attention à cela parce que ça reçoit beaucoup d'énergie négative sur ce que tu manges, et l'eau glacée à une température donnée perturbe le fonctionnement du foie et la bonne digestion aussi. Donc je vous conseillerais simplement d'aimer le chaud, de prendre de l'eau tiède ou bien du thé, et là vous allez maintenir votre forme et éviter certaines maladies qui tournent autour de l'obésité. Et quand il y a l'obésité, les autres maladies commencent par s'installer. 2 litres d'eau par jour. C'est la moyenne recommandée par les médecins pour hydrater son organisme. Ce liquide précieux est bénéfique pour la santé. Pour rester en bonne santé, il est préférable d'éviter de boire autant qu'on peut toute boisson glacée. Il y a une dizaine d'années, on pouvait les voir exercer aisément leur métier à des coins de rue. De nos jours, il est rare de croiser des réparateurs de montres. En effet, plusieurs personnes n'éprouvent plus le besoin de faire réparer leur horloge ou pendule avec l'apparition des téléphones portables et autres gadgets électroniques. Une situation dommageable pour ceux qui exercent le métier réparation de montres, un métier en voie de disparition. C'est un reportage de François d'Assise à Massiouan et de Rodrigue Glandoumé. L'avenir des réparateurs de montres, communément appelés horlogers, est sombre au Bénin. Avec le développement des technologies de l'information et de la communication, certains métiers, jadis très en vogue dans nos sociétés, sont en voie de disparition. C'est le cas de ceux qui donnent une seconde vie aux montres,
horloge et pendule. J'ai une montre à la maison, mais je ne l'ai pas fait réparer à cause des dépenses. Si je veux consulter l'heure, date, je regarde sur mon portable. La télévision et le téléphone portable ont fait que le business ne marche plus. La plupart des montres portées aujourd'hui n'ont pas la bonne heure ou ne marchent même pas. On les porte plus pour des besoins esthétiques que de nécessité. La clientèle s'amenuise donc au fil des années. Du coup, beaucoup de réparateurs de montres se reconvertissent. Avec l'apparition du téléphone portable, certains sont devenus conducteurs de taxi-moto. Et pourtant, l'apprentissage du métier s'étale sur plusieurs années et exige une concentration minutieuse. C'est plus que ce que vous dites. J'ai fait 5 ans au moins. 5 ans. 7 ans. J'ai fait 7 ans en apprentissage. Le métier est dur, surtout avec la finesse des objets. Il faut être vif d'esprit. Certains clients sont particuliers, comme ce monsieur qui nous a confié hors micro qu'il n'est pas un amateur de montres. Celle qu'il est venu réparer est un cadeau à lui offert, un objet qui a donc une valeur sentimentale. Mais malgré toutes ces difficultés, certains arrivent à joindre les deux bouts et subvenir aux besoins de leur famille. Pas question pour eux que le métier disparaisse. Je remercie Dieu, je trouve ce qui peut me suffire. C'est Dieu qui fait son œuvre. Tu trouves le peu qu'il te faut pour nourrir ta famille et payer tes factures. J'ai appris ce métier de mon père, déjà décédé. Ce métier ne peut pas disparaître. J'ai initié mon fils, c'est mon apprenti. Valentin ne se décourage donc pas. Son fils, espère-t-il, assurera la relève. Faire recours à un coach motivateur virtuel ou physique devient une pratique courante. Le métier de coach se répand, mais quelles sont les qualités que doit avoir un bon coach? Epiphane Daolo-Konon intervient dans le domaine du coaching. Il en donne plus d'explications au micro de Perspective à Tossa. Le coach à la base devrait être une personne qui est expressive. Vous ne pouvez pas intervenir sur un individu, vous ne pouvez pas parler, convaincre, persuader et montrer à votre client entre griffes qui est en face de vous que vous croyez en son potentiel, qu'il a la capacité de sortir de la situation dans laquelle elle est, de l'entreprise de sortir de la situation dans laquelle elle est, si vous n'êtes pas capable de communiquer bien sûr ce que vous pensez. Et donc le coach a besoin à la base d'être une personne qui a la capacité, l'art de s'exprimer et bien. La deuxième chose que je pense qui est importante, ce devrait être une personne qui a une certaine personnalité. Un coach travaille sur une norme et sur des entreprises, des organisations. Et donc les gens viennent vers vous parce qu'elles sont en situation et ces personnes vous posent des préoccupations, mais déjà le lendemain, c'est sur les réseaux sociaux, c'est déjà dans les oreilles d'autres personnes, donc doit avoir une personnalité d'intégrité. Le coach peut être un coach de famille, un coach familier. Le coach peut être aussi un coach qui travaille sur ce qui est la carrière, l'orientation, le développement, la gouvernance d'une entreprise. On l'appelle un coach professionnel. Choisir quelqu'un qui est bon, qui répond à ma compétence, cela impose que l'on d'abord cherche des informations sur cette personne. Est-ce qu'elle a vraiment grandi dans sa vie? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un parcours? Quelle est son histoire? L'on veut savoir dans quoi il a réussi. C'est quoi les expériences qu'il a capitalisées? Troisième chose, il faut qu'il y ait un code de déontologie que la personne suive. Il faut qu'il y ait une méthodologie que la personne suive. Il faut que la personne ait des outils, plusieurs d'ailleurs, parce qu'en face de lui seront plusieurs types de personnes, plusieurs types d'organisations, avec plusieurs types de difficultés, de défis à relever. La Nation en bref, une compilation des faits marquants de l'actualité signée Ulvaeus Balogun. Depuis
le mardi 19 mai, le nombre de cas officiellement confirmés à la COVID-19 au Bénin passe de 339 à 130. C'est une information rendue publique par le ministre de la Santé en conformité avec les nouveaux indicateurs COVID-19 validés par l'Organisation mondiale de la santé. Ces nouveaux indicateurs tiennent compte de ce que l'OMS ne reconnaît comme cas positifs confirmés que ceux issus des tests de PCR Polymerase Chain Reaction. Ainsi, le Bénin compte désormais 130 cas confirmés, soit 11 cas sous traitement, 57 cas guéris et 2 décès. Des chiffres issus des tests par la PCR. Néanmoins, le Bénin continue d'assurer la surveillance sérologique de sa population au regard des résultats obtenus avec l'utilisation des tests de diagnostic rapide. Le mercredi 20 mai, c'est la journée mondiale de la métrologie. Mis sous le thème « Les mesures pour le commerce mondial », cette journée est l'occasion d'attirer l'attention sur la fiabilité des mesures de température en ces temps de Covid-19. Au Bénin, le gouvernement entend associer la métrologie à la fiabilité des instruments de mesure de température tels que les thermomètres infrarouges et les thermomètres laser utilisés dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. À en croire la ministre du Commerce et de l'Industrie, la communauté internationale se soucie de promouvoir le rôle important que jouent les mesures pour faciliter un commerce mondial équitable, garantir la conformité des produits aux normes et réglementations et satisfaire les attentes des clients en matière de qualité. La plateforme de création en ligne des entreprises est désormais opérationnelle pour les promoteurs souhaitant domicilier leur entreprise dans les départements de l'Atlantique et de l'Ouémé. Grâce à cette plateforme, les opérateurs économiques des villes d'Abomey-Calavi et Porto Novo pourront créer leur entreprise en l'espace de 2 heures maximum sans avoir à se déplacer. Elle offre la possibilité à l'opérateur économique de faire le dépôt de son dossier de création en ligne sur la plateforme monentreprise.bj, d'obtenir son extrait du registre de commerce et du crédit immobilier, son numéro IFU et de payer les frais de formalisation en ligne. Cette extension du service de création d'entreprise en ligne aux promoteurs des 2 départements s'inscrit dans le cadre de la digitalisation de l'administration, conformément à la volonté du gouvernement d'améliorer la qualité des services offerts aux citoyens. Et voilà qui met un thème à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur BB24.